Sébastien Lecornu ne convoquera pas de commission mixte paritaire pour statuer sur la loi sur le travail le 1 mai, France Info. Sébastien Lecornu ne convoquera pas de commission mixte paritaire pour statuer sur la loi sur le travail le 1 mai. Gabriel Attal déplore une décision qui pénalise l'ensemble des artisans boulangers et fleuristes, la gauche crie à la victoire. Publié le 13-04-2026 19h58, mis à jour le 13-04-2026 22h17. Temps de lecture, 3 minutes. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, tient une conférence de presse après avoir rencontré les syndicats. Ludovic Marin AFP. Le gouvernement en opération déminage. Après avoir rencontré les syndicats, lundi 13 avril, le ministre du Travail a annoncé que le Premier ministre a décidé de ne pas demander la convocation de la commission mixte paritaire CMP, qui doit statuer sur la loi sur le travail du 1 mai. Le gouvernement est conscient de la sensibilité particulière de ce sujet, a déclaré lundi soir Jean-Pierre Farandou à l'issue d'une réunion avec les organisations syndicales représentatives. C'est la journée des travailleurs et des travailleuses, c'est le seul jour férié, chômé et payé. Ce principe général doit continuer à prévaloir même si certaines dérogations sont possibles, a-t-il estimé, renvoyant la question du travail ce jour-là au 1 mai 2027. La proposition de loi déposée par les sénateurs LR et votée par la Chambre haute élargissait la possibilité de travailler le 1 mai dans les boulangeries, pâtisseries, primeurs, boucheries, fleuristes, cinéma et théâtre. Elle n'avait pu être votée à l'Assemblée nationale, vendredi, une motion de rejet déposée par Renaissance ayant été majoritaire. Les syndicats avaient envoyé un courrier à Sébastien Lecornu lui demandant de ne pas convoquer cette CMP. Gabriel Attal, patron du groupe Renaissance à l'Assemblée, déplore dans un message publié sur le réseau X cette décision qui pénalise l'ensemble des artisans boulangers et fleuristes. Afin de sortir par le haut de cette situation, il appelle le gouvernement à donner instruction aux administrations et aux inspections concernées de ne pas sanctionner les artisans qui feront le choix d'ouvrir le 1er mai prochain. Bruno Retailleau critique vertement cette décision. Une fois de plus, face aux pressions syndicales et de la gauche, l'exécutif recule. La France a besoin de courage politique, pas de capitulation à répétition, écrit le président des LR sur X. Victoire, écrit de son côté Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale sur le réseau X. Le gouvernement fera des propositions de court et moyen terme pour les commerçants de proximité, qui souhaitent employer du personnel le 1 mai, et les professions concernées seront reçues à Matignon dès cette semaine, a déclaré lundi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le gouvernement souhaite un dialogue social approfondi avec les partenaires sociaux sur le périmètre des activités et commerces concernés par un travail le 1er mai. Seul un dialogue de branche le permettra, a-t-il écrit sur X. Les réformes sont possibles, dans le respect et avec une méthode, a-t-il ajouté face aux critiques en immobilisme qui sont émises au sein du bloc central et à droite. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump déclare que l'Iran veut, à tout prix, conclure un accord, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump déclare que l'Iran veut, à tout prix, conclure un accord. La circulation maritime dans le détroit d'Ormuz est au cœur des tractations diplomatiques. Publié le 13-04-2026 23h06, mis à jour le 13-04-2026 23h08. Temps de lecture, 2 minutes. Donald Trump s'adresse aux journalistes à la Maison-Blanche à Washington le 13 avril 2026. Brandon Smialowski AFP. Donald Trump comme à son habitude fait souffler le chaud et le froid. Le président américain a annoncé, lundi 13 avril sur son réseau Truth Social, que les navires d'attaque rapide iraniens qui tenteront de braver le blocus des ports iraniens, entré en vigueur à 16h, seront immédiatement éliminés. La veille, il avait lancé un ultimatum pour empêcher la navigation des navires de toute nationalité entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens, tout en laissant circuler ceux empruntant le détroit d'Ormuz sans passer par l'Iran. L'armée iranienne, elle, avait alors dénoncé un blocus illégal, qui constitue un acte de piraterie. Si la sécurité des ports de la République islamique d'Iran est menacée, aucun port du golfe Persique et de la mer d'Oman ne sera en sécurité, avait-elle menacé. Lors d'une conférence de presse donnée aux journalistes à la Maison-Blanche, il a en même temps espéré une issue au conflit. Je peux vous dire que l'autre camp nous a appelés. Il voudrait faire un accord, à tout prix, a assuré le président américain après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. 34 navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, soit de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée par l'Iran, a affirmé Donald Trump. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé toutes les parties à respecter la liberté de navigation,
y compris dans le détroit d'Ormuz, en accord avec le droit international. Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international, a souligné le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale OMI, Arsenio Dominguez. La France et le Royaume-Uni vont organiser dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer à une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Sujet suivant. Vidéo. Il y avait un processus de déshumanisation totale, Cécile Colère et Jacques Paris racontent les conditions extrêmement éprouvantes de leur captivité en Iran, France Info. Publié le 13-04-2026 23h57 mis à jour le 14-04-2026 minuit 4 temps de lecture, 1 minute, vidéo, 2 minutes. Les anciens otages détenus en Iran étaient les invités exceptionnels du 20h de France 2. Soulagés mais encore marqués par l'épreuve. Cécile Colère et Jacques Paris ont repris la parole presque une semaine après leur retour en France lundi 13 avril dans le 20h de France 2. C'est un immense soulagement et un immense bonheur, nous avons pu enfin serrer longuement nos proches dans nos bras, déclare Cécile Colère. L'odeur de la liberté n'a pas de prix, renchérit Jacques Paris. Les deux ressortissants français avaient été condamnés en octobre dernier, notamment pour espionnage au profit d'Israël, avant d'être assignés à résidence à l'ambassade de France début novembre. La professeure de lettres de 41 ans et l'enseignant retraité de 72 ans avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran. Les conditions de détention ont été particulièrement dures. On est resté pendant des mois à l'isolement total dans une cellule vide sans matelas, ni couverture. Il y avait un processus de déshumanisation totale. J'étais complètement seul. Je n'avais pas droit à un miroir, témoigne Cécile Colère. Jacques Paris raconte qu'une lumière était toujours allumée empêchant un vrai sommeil. On était dans un état d'incertitude absolue. À chacun des interrogatoires, j'étais menacé de mort, poursuit-il. C'était un protocole systématique pour vous désorienter dans le temps et dans l'espace, explique-t-il, évoquant un bandage des yeux, lorsqu'il était extrait de sa cellule. Sujet suivant. Gérald Darmanin regrette des caricatures après une journée d'action des avocats contre la nouvelle procédure du plaidé coupable, France Info. Gérald Darmanin regrette des caricatures après une journée d'action des avocats contre la nouvelle procédure du plaidé coupable. Le garde des Sceaux a défendu son projet de loi devant les sénateurs. Publié le 13-04-2026 23h38 temps de lecture, 2 minutes. Gérald Darmanin, garde des Sceaux s'exprime au Sénat le 13 avril 2026. Ludovic Marin, AFP. Le bras de fer continue entre les avocats et Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux a regretté lundi 13 avril les positions des opposants à son projet de loi examiné au Sénat, défendant une réforme nécessaire selon lui face à l'effondrement de la justice criminelle, après une journée de mobilisation des avocats. Nous entendons des critiques et parfois des caricatures, et j'espère que le débat permettra d'y répondre, a lancé le ministre de la Justice, espérant aboutir à un texte de consensus, en ouverture des débats dans l'hémicycle du Sénat. Les sénateurs se penchent jusqu'à mardi sur le projet de loi sur la justice criminelle, très critiqué par les avocats qui s'opposent à la mesure emblématique du texte, l'instauration d'une nouvelle procédure de plaidé coupable en matière criminelle. Des milliers d'avocats se sont rassemblés dans la journée dans plusieurs villes de France pour une opération justice morte contre la réforme, craignant qu'elle n'ouvre la voie à une justice expéditive au détriment des droits de la défense et des victimes. La procédure de plaidé coupable, qui nécessitera l'accord de toutes les parties, aspire à réduire le volume de dossiers criminels, en constante augmentation. La peine ne pourrait excéder les 2/3 du maximum encouru et ferait l'objet d'une négociation. L'audience serait alors réduite à une demi-journée, sans témoin ni expert. Face à un tsunami, peut-être à l'effondrement de notre justice criminelle, ce projet entend non pas accélérer ou rendre expéditive la justice, mais la rendre à peu près humaine, a défendu Gérald Darmanin. Le changement, c'est toujours difficile, a-t-il encore taclé, rappelant que rien dans ce procès ne sera au rabais, que aucune audience n'est cachée au public et que rien ne sera bâclé dans le futur dispositif. Des années d'attente évitées, ce ne sont pas des chiffres comptables, mais des vies rendues aux victimes qui peuvent se reconstruire, a ajouté le garde des Sceaux, saluant une avancée dont nous aurions tort de nous priver. Sujet suivant. Dialogue avec l'islam, guerre au Moyen-Orient, message au Sud global. On résume les enjeux de la visite du pape Léon XIV en Afrique, France Info. Une tournée historique de 11 jours.
Le pape Léon XIV s'est envolé, lundi 13 avril, vers le continent africain. Des coups de canon ont été tirés à sa sortie de l'avion, en Algérie. La première grande tournée internationale du pape de 70 ans le conduira ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Au programme, 18 000 km parcourus, 11 discours et 7 messes. Autant d'occasions de prôner un message de paix et de mettre en œuvre le soft power cher à Robert Francis Prévost, dans un continent dont l'importance ne cesse de croître pour l'Église catholique. France Info résume les enjeux de ce voyage. Prôner la fraternité et le dialogue interreligieux en Algérie. Arrivé lundi matin en Algérie, le pape effectue la première visite d'un chef de l'Église catholique dans ce pays de 47 millions d'habitants, où l'islam sunnite est religion d'État. Il s'agit d'une visite de fraternité. Il vient d'abord rencontrer un peuple, a déclaré au Point l'archevêque d'Alger, le cardinal français Jean-Paul Vesco. Les chrétiens étant très minoritaires, Denis aura pas de grande messe, pas de papa mobile, a précisé le cardinal. Juste après avoir atterri, Léon XIV s'est rendu devant le monument des martyrs, aux victimes de la guerre d'indépendance contre la France 1954 à 62, un geste de reconnaissance de la douloureuse histoire nationale. Il a été ensuite reçu par le président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune. Le pape vient en frère au milieu d'un peuple qui est majoritairement musulman. Jean-Paul Vesco, cardinal et archevêque d'Alger. Au Point, le cas du journaliste français Christophe Glaise, incarcéré depuis 2025, a-t-il été abordé lors de cet entretien? Je ne sais pas, avait répondu au Point, avant cette rencontre, Jean-Paul Vesco, qui rend régulièrement visite aux prisonniers. On peut espérer que peut-être le président Abdelmadjid Tebboune pourra entendre le message universel d'humanité du pape, estimait il y a quelques jours Sylvie Godard, la mère du reporter. En décembre, le pape américain avait confié vouloir se rendre en Algérie pour poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétiens et musulmans. Il doit ainsi se rendre à la grande mosquée d'Alger, puis se recueillir, en privé, dans la chapelle des 19 martyrs d'Algérie, des prêtres et religieux assassinés pendant la décennie de guerre civile 1992 à 2002, symbole du prix payé par les religieux engagés dans de telles discussions avec l'islam. En revanche, Léon XIV ne se rendra pas au monastère de Tibirine, dont les moines ont été enlevés et assassinés en 1996. Ce déplacement revêt par ailleurs une dimension personnelle pour le chef de l'Église catholique. Il marche ainsi dans les pas de saint Augustin, grand penseur chrétien du IVe siècle originaire de l'actuelle région algérienne de Soukhara, dont l'héritage spirituel irrigue le pontificat de Léon XIV. Ce dernier doit se rendre mardi à Annaba, près de la frontière tunisienne, l'antique Hippone dont saint Augustin a été l'évêque. Placer la guerre au Moyen-Orient au cœur du message papal. Cette visite en Algérie s'inscrit dans un contexte international tendu par la guerre au Moyen-Orient. Il s'agira de s'adresser au monde islamique, mais aussi d'affronter un défi commun de coexistence, avait déclaré jeudi le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Le pape est le seul leader actuel qui appelle à la paix et à l'arrêt des combats sans condition partout dans le monde, souligne pour sa part le cardinal Jean-Paul Vesco dans le Point. Lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome, le souverain pontife s'est livré samedi à l'une de ses plus virulentes critiques des conflits qui embrasent le monde, déclenchant la colère de Donald Trump. Le pape Léon est faible face à la criminalité et catastrophique en matière de politique étrangère, a écrit le président américain dimanche sur Truth Social. Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis, a-t-il ajouté, bien que le pape ne l'ait pas cité. Je ne suis pas un politicien, je n'ai pas l'intention d'entrer dans un débat avec lui, a déclaré le pape américain aux journalistes à bord de l'avion l'amenant en Algérie. À ses yeux, le message est toujours le même, promouvoir la paix. La réconciliation au cœur d'une visite critiquée au Cameroun après l'Algérie, Léon XIV est attendu au Cameroun, de mercredi à samedi. Dès les premières rumeurs de cette visite dans le pays laïque et multiconfessionnel à majorité chrétienne, des catholiques ont exprimé leur crainte que cette visite permette au président Paul Biya de redorer son blason. Ces derniers mois ont en effet été marqués par la répression meurtrière des manifestations ayant suivi la réélection contestée du chef d'État de 93 ans. Le dirigeant, qui doit rencontrer le pape mercredi, entend lui-même saisir cette opportunité. Il apparaît déjà côte à côte avec lui sur des affiches qui ont fleuri ces derniers jours dans les grandes villes du pays. Léon XIV refuse les invitations de Donald Trump à cause de sa politique mais accepte celle de Paul Biya qui tue pour rester au pouvoir, avait ainsi écrit l'influent prêtre Ludovic Lado sur Facebook en février. Sollicité par l'AFP, il a expliqué avoir reçu l'ordre de ne plus s'exprimer sur le sujet. D'autres prélats préfèrent soutenir cette visite, souhaitant s'en servir pour mettre en lumière les actions du pouvoir en place. C'est l'occasion pour nous de montrer, en recevant le pape,
que nous sommes capables de transformer notre pays, a déclaré jeudi devant la presse Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, l'une des voix les plus critiques de Paul Biya au sein du clergé. Le pape entend également prôner un appel à la réconciliation, alors que le nord-ouest anglophone du Cameroun est déchiré depuis près d'une décennie par un conflit armé opposant forces gouvernementales et groupes séparatistes. L'étape la plus symbolique de la visite du pape au Cameroun doit avoir lieu jeudi lors d'un déplacement sous haute sécurité à Bamenda, où les violences ont fait des milliers de morts. La gestion des ressources et les inégalités sociales au menu en Angola. La visite en Angola, de samedi à mardi, doit mettre en lumière les thématiques sociales chères à Léon XIV dans un pays riche en pétrole et en minerais, mais marqué par de profondes inégalités. Dans cette ex-colonie portugaise, où 44% de la population se dit catholique, un tiers de la population vit sous le seuil international de pauvreté. Le pape se rendra dans la capitale Luanda, sur les rives de l'océan Atlantique, symbole des contrastes où se côtoient quartiers huppés et vastes bidonvilles, et au sanctuaire marial de Muxima, principal lieu de pèlerinage national, ainsi qu'à Sorimo, dans l'est du pays. Interrogé par Vatican News, portail officiel du Saint-Siège, l'évêque angolais Vicente Sanombo considère par ailleurs que la venue de Léon XIV va constituer une étape importante dans le renforcement de l'unité nationale et la réconciliation. Le pays reste marqué par les ravages de la guerre civile, qui a pris fin en 2002. S'adresser au Sud global, nouveau pilier du catholicisme pour la dernière étape, Léon XIV doit se rendre en Guinée équatoriale, du 21 au 23 avril. Il marche ainsi sur les traces de Jean-Paul II, seul pape à avoir foulé le sol de ce petit pays d'Afrique centrale dirigé depuis 1979 par l'autoritaire Teodoro Obiang Nguema. Le pape devra, comme au Cameroun, tenir un équilibre délicat, soutenir les fidèles sans pour autant être perçu comme un soutien du régime. Surtout, Léon XIV choisit de se rendre dans l'un des pays les plus catholiques d'Afrique, avec environ 80% de la population se reconnaissant dans cette religion, souligne auprès de Vatican News le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Louant plus largement un continent jeune, riche de foi et de vitalité, il assure que l'Église entend continuer à accompagner avec dévouement et espérance les populations. L'ensemble de cette tournée consacre le déplacement du centre de gravité du catholicisme vers le Sud global, et en particulier vers l'Afrique, résume pour RFI François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux au sein de l'IRIS Institut de Relations internationales et stratégiques. L'Afrique constitue un espace privilégié d'expression pour la diplomatie du Saint-Siège, ajoute-t-il. Selon les statistiques publiées dans un rapport de l'agence d'information Vatican Fides, cité par Vatican News, l'Afrique est le continent sur lequel la hausse du nombre de catholiques était la plus importante, en 2023, avec plus de 8,3 millions supplémentaires. Il devance largement l'Amérique 5,6 millions et l'Asie 954 000.